Oh, silence! Oui, nous écoutons les oiseaux le matin, très très de bonne heure, 5h20, ce samedi matin. Bienvenue au Vidéorandia de la semaine du samedi 10 avril 2021 pour le Vidéorandia numéro 15. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, conception, animation et montage Richard Glenn, notre invité, M. Emmanuel Ranford, physicien spécialiste en physique quantique. Nous allons aborder des sujets éthérés, la conscience quantique et l'au-delà. Il y a plus qu'une heure dans le club créé pour les abonnés au club créé du mois d'avril. Ne manquez pas d'aller lire le complément de Gilles Choprenat dans le forum Orandia dont le lien est ici en bas, le premier commentaire épinglé au-dessus de tous les commentaires. Incontournable, l'information complémentaire s'ajoute à toutes les nuits à partir du moment de la diffusion de l'émission. À la régie Spirale. Conception du nouveau site du club créé, François Deschamps. Bonne écoute. Les oiseaux dans les arbres, je dis que les oiseaux reviennent au printemps, comme à tous les ans. Au Québec, on n'a pas beaucoup d'oiseaux l'hiver, hein, ils s'en vont dans le sud. Ils sont intelligents. Oui. Et là, ils vont revenir. Et là, ils ne se voient pas, mais on les entend chanter de l'un à l'autre, un peu comme dans la nature. Il y a probablement des connexions qui sont faites entre les êtres avec leur esprit, télépathie, sait-on jamais. Alors tout ça, ça se contacte, ça se communique. Et ils vont décider même de copuler ensemble. Ils vont aller s'installer dans un nid en couple. Et c'est la belle vie, c'est ça la vie de la nature. Et oui, c'est la vie de la nature qui est maintenant revivifiée par la chaleur et le soleil. On va parler de la nature, mais avec un physicien qui va dans le domaine de l'infiniment petit qu'on appelle le quantique. Et on l'a reçu il y a déjà plusieurs années de ça. Je pense même que c'est avec moi qu'il avait fait sa première entrevue vidéo par Skype. On va s'en rassurer immédiatement. Je vous le présente, M. Emmanuel Ranford, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour m'accueillir. Vous souvenez-vous, j'avais fait avec vous un entretien il y a déjà très longtemps du Québec. Et je pense que c'est avec moi que vous aviez fait votre première rencontre avec une caméra Skype. Et vous avez même permis à votre épouse vous-même de me montrer votre jardin à l'extérieur, vos plantes et tout. J'ai un souvenir mémorable. D'accord. Ce qui veut dire que c'était à une meilleure saison que maintenant, où il fait froid et où il pleut. Oui, on était en 2013. Oui, ah d'accord. Ah oui. Ah, ça passe vite. Et puis, vous aviez donné un petit signe que peut-être vous étiez pour venir au Québec à l'été 2013. Alors, j'espérais toujours entendre le téléphone sonner, vous voir arriver ici à Mont-Saint-Hilaire. et mon ami, je vous ai suivi depuis ce temps-là. Hein? D'accord. Et vous avez raffermi votre conception de ce que vous aviez déjà, et ça, vous l'aviez probablement depuis longtemps, de parler d'holo-matière, dure causalité et tout ça. Voilà. On va en reparler aujourd'hui, juste pour rafraîchir tout ça. Là. Mais d'où venait cette inspiration? C'est vrai que je venais régulièrement au Canada où il y avait mon père, mais qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Voilà. Ah, à cause du coronavirus? Non, parce qu'il avait seulement 95 ans. Donc non, il est mort de sa belle mort, comme on dit. Bon, ben, c'est un âge vénérable. Voilà, c'est ça. Où on peut tirer sa révérence. Oui, ben, on a une pensée pour lui, parce que quand même... Hein, oui. Oui, ben, ça vous donne des chances à vous de vous rendre au moins jusqu'à cet âge-là. Dans votre génétique, vous avez quelque chose de solide en partant. Voilà, peut-être. C'était un grand marcheur, ça aide, ça renforce. Voilà. Et dites-moi, est-ce que la physique quantique avec l'holomatière, l'ure-causalité et tout ça, vous aviez mijoté ça depuis quand vous aviez mijoté ça? Avant d'en faire la connaissance à tout le monde? Oui, en fait, c'est un peu depuis que j'étais étudiant en sciences, parce que quand on nous présentait la physique quantique, il y avait une espèce de, comment dire, de théorie,
d'idéologie officielle qui n'était pas du tout convaincante, qui était comme un plâtrage, ce qu'on appelle l'école de Copenhague, enfin peu importe, c'est-à-dire en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la physique quantique manifeste dans la matière, montre qu'il y a des comportements et des propriétés qui sont totalement contre-intuitives. Non seulement elles sont très différentes des objets ordinaires, mais en plus, elles sont contre-intuitives, c'est-à-dire ça a l'air, je dis toujours ça en anglais, mais it doesn't make sense. Ça ne ça tient pas debout, ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Ça a l'air insensé. Ça a l'air vraiment insensé. C'est-à-dire, on se dit, mais comment elle peut se comporter comme ça? Je vais donner un exemple très léger. C'est que ce qu'on appelle l'intrication quantique, il y a des objets qui, dans certaines circonstances, peuvent être aux deux bouts de l'univers et restent connectés, j'allais dire, instantanément. Or, dans notre univers qui est relativiste, la notion même d'instantanéité n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est pas du tout la notion habituelle d'instantanéité. Donc, on voit que deux objets qui sont aux deux bouts de l'univers, donc hors de leur influence physique mutuelle, restent connectés et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. C'est obligatoire que ça se passe comme ça parce que la théorie l'impose et on l'a vérifié en pratique. Mais quel est le mécanisme en jeu et tout ça? Là, si vous le demandez à un physicien, il va être comme une poule qui a trouvé un couteau. Il va vous dire, je ne sais pas. Ou alors... Non, c'est ça. Ben, ça prend beaucoup d'humilité quand on dit on rentre dans la science. Oui. Déjà, ça prend beaucoup d'intelligence pour entrer et comprendre. Voilà. Et quand vous nous dites d'un bout à l'autre de l'univers, il se connecte instantanément. Il faut saisir que d'un bout à l'autre de l'univers, même à la vitesse de la lumière, ben, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas être instantané. Pour nous, on a l'impression qu'on communique à la Lune instantanément. Il y a même encore là un décalage de quelques secondes à cause de la vitesse de la lumière qui n'est pas instantané. Donc, vous voulez nous dire que c'est quelque chose qui entre en contact entre deux particules matérielles plus vite que la lumière. Donc, il y a quelque chose qui va plus vite que la lumière. Oui, alors justement, ça ne s'analyse pas tout à fait en termes de propagation. Donc, il n'y a pas de vitesse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conflit. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on veut faire la synthèse entre la relativité et les quantas, en termes, je ne sais pas si le grand public comprend ça, entre la théorie des quantas, la théorie quantique et la théorie de la relativité d'Einstein, et on n'y arrive pas. Mais en fait, c'est justement parce qu'il y a toute une catégorie de phénomènes qui ne sont pas relativistes. Et donc, alors, bon, en réfléchissant à toutes ces choses-là... En passant, Emmanuel, je fais la parenthèse tout de suite en disant aux gens, allez écouter les entrevues d'Emmanuel Ransford qu'il a données avec Lilou. Vous vous souvenez de l'entrevue avec Lilou? Oui. Ah, c'est très, très savoureux à écouter. Parce que Lilou, elle est très naturelle, même quand elle fait de la télévision. Et puis, elle vous a amené dans des univers que moi, j'espère vous y conduire rapidement. Parce que la physique froide, très scientifique, de laboratoire, c'est un univers intéressant pour les scientifiques plus que pour le commun des mortels. Mais elle vous a amené dans le monde du spirituel. Vous l'avez amené à des notions, d'ailleurs, votre livre qui est ici, de la conscience, le mot conscience avec un physicien, la conscience quantique et l'au-delà. Oui, c'est ça. Hey, Monsieur Ransford, je suis tellement content de vous retrouver parce que je vous ai suivi depuis 2013. Vous êtes un de mes favoris dans la physique quantique. D'accord. Et puis là, je voulais dire aux gens de s'instruire un peu de physique quantique tel que tout le monde l'entend, premièrement. Parce qu'avec Emmanuel Ransford, vous allez l'entendre. J'ai d'ailleurs ici mon fameux panneau là, qui est écrit « Qui sort du moule dérange la foule ». C'est un excellent proverbe. Ça me plaît beaucoup. C'est un dicton québécois. Ça me plaît beaucoup. Oui. Alors, vous en faites un peu partie pour les physiciens. Je sais que vous l'avez avoué à Lilou et à d'autres, que c'est sûr que vous marchez sur des œufs, vous prenez des risques d'être rejeté du troupeau parce que vous n'êtes pas dans le troupeau. Ça a toujours été comme ça. Je rappelle quelque chose. C'est Galileo Galilei. Il y a un exemple savoureux.
d'abord, tous les grands novateurs, si je puis dire, ont toujours bousculé les idées reçues et ont été la risée des autres. Alors, ce qui est intéressant chez Galilée, c'est que avec sa lunette, il a pu observer, alors que le monde lunaire était le monde de la perfection, il a pu observer qu'il y avait des taches sur la Lune. Donc, implicitement, contrairement à ce que disait l'Église, ça voulait dire que le monde lunaire n'était pas si parfait que ça. Mais, comme ça allait à l'encontre du dogme de l'époque, tous les grands pontes l'ont condamné, et Galilée, pour sa défense, disait, mais vous avez qu'à prendre la même lunette que moi, regardez au travers et vous allez le voir. Et ce qui est savoureux, c'est que tous ces grands pontes, en fait, parce qu'ils avaient peur, tout simplement, d'être obligés de se désavouer eux-mêmes, disaient, mais on n'a pas besoin de regarder, on sait que c'est comme comme nous le disons. C'est-à-dire, on va pas s'abaisser à le vérifier, on sait qu'on a raison. Donc, mais c'était une façon de botter en touche. J'ai trouvé ça remarquable. Vous avez aussi William Harvey qui a découvert la circulation sanguine, qui s'est fait conspuer, mais il y en a plein comme ça. Hein. C'est même une référence de base de la physique quantique, c'est l'expérience de Jung. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, enfin, qui montre la double nature de la lumière. Et comme ça allait à l'encontre, vous voyez, c'est ça, les deux fentes, absolument. Ouais. Et comme ça allait à l'encontre des idées de Newton, et quand Newton à l'époque avait parlé, c'était de facto du dogme, et Newton disait que c'était des particules. Il y en avait d'autres qui disaient que c'était des ondes. On était dans cette espèce de schizophrénie depuis très longtemps. Et Jung, contrairement à l'encontre de Newton, a montré que la nature, la lumière, était aussi un phénomène ondulatoire. Et ça n'a pas plu du tout. Là encore, voilà. Mais donc c'est, j'allais dire, il y a un autre proverbe moins joli que quand la poule... qui sort du moule, du moule dérange la poule. Voilà, ça c'est magnifique. On reprenez là, c'est pas, on n'a pas de copyright là-dessus, là. Il y a un autre proverbe qui dit « le chien aboie, la caravane passe ». Et donc, à partir du moment où on sait que tout novateur va se heurter à ce genre de réaction, eh bien, voilà, je dirais, soit on est dans la recherche d'une satisfaction ou d'une gratification personnelle, et à ce moment-là, on trouve ça horrible, soit on est dans une logique qui est là où je me place, de faire avancer les idées et la science. À ce moment-là, on sait qu'on va être rejeté au départ, c'est comme ça, et que si l'idée est bonne, ce qui n'est pas non plus nécessaire au départ, mais si en tout cas elle est bonne, on sait qu'elle finira par s'imposer. Il faudra peut-être attendre 10 ans, 20 ans pour ça, mais ça finira par venir. Voilà. Oui, mais lui aussi a eu l'occasion de se... Absolument. Et qu'est-ce qu'il avait déclaré? Il disait que lui était raillé aussi à une certaine époque, quand il était avec son idée de l'électricité alternative et tout le reste. Oui, c'est ça. Oui. Bon, ben, il a dit, pour eux, dans le moment présent, le présent leur appartient. Oui. Mais l'avenir est à moi. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Ouais. C'est ça d'ailleurs la force de la science et qui fait sa supériorité par rapport à l'idéologie, c'est que il y a l'épreuve de la preuve, c'est-à-dire il y a les faits. En science, on va faire des expériences qui vont, si elles sont bien faites, permettre de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire de voir si on a raison ou pas. Et donc voilà. En fait, les chercheurs et ceux qui lancent des idées ne sont que des lampes ça ne suffit pas. Il faut qu'en plus il y ait la preuve. Voilà. Alors en tout cas, pour répondre à l'école de Copenhague, au début de la prise de conscience de la physique quantique, du quantum et tout ça, c'est un travail non pas de laboratoire, hein, c'est pas avec des éprouvettes et tout ça, c'est des cogitations de scientifiques qui élaborent des théories en disant mais probablement que ça doit être par là ou par là ou par là. Après, il y a des techniciens ou même des scientifiques qui font des recherches en laboratoire. Mais c'était Copenhague en particulier, c'était souvent des discussions de scientifiques qui arrivaient avec une théorie, l'autre allait discuter, contredisait, produisait, etc. Alors je dirais que pour l'école de Copenhague, c'est une interprétation de la physique, c'est une question d'interprétation, c'est-à-dire que c'est pas les faits, c'est comme les faits sont bizarres, on se dit
Oui, il n'y a pas de problème, Emmanuel. Prenez votre temps. Si vous avez à parler, comme je vous dis, on coupe puis on reprendra après. Non, c'est bon. Oui, parce que on est entre nous. C'est comme si on est entre nous. On n'est pas en studio, on est en train de se parler ensemble. Puis la vie continue. Hein? Voilà. Mais l'école de Copenhague, donc, c'est qu'en fait, ils se sont dit, mais quel sens ça a? C'est la question du sens. Ouais. Et donc, ils ont élaboré une façon de donner du sens à des choses qui n'en avaient pas forcément. Et une partie quand même de leur théorie, c'est celle de Bohr notamment, oui. C'est d'interdire, c'est du genre, on n'a pas le droit de penser au-delà de telle limite. Mais ouais. C'est un peu artificiel. C'est un peu artificiel. On doit tenir compte de l'ensemble du contexte expérimental et tout ça. Tout ça, c'est un peu une interdiction de penser au-delà d'une certaine limite. Et c'est grâce à ça, par cette restriction artificielle, qu'il avait l'impression de donner une réponse satisfaisante, une interprétation satisfaisante. Voilà. Alors, moi, j'étais pas tout à fait convaincu par ça. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a conduit à faire ma recherche, outre le fait que, dans la mesure où la théorie, on parle de la théorie du tout et tout ça, dans la mesure où la théorie, la physique prétend englober tous les phénomènes du réel, eh bien, elle doit pouvoir dire quelque chose sur la conscience, ou au moins sur ce que plutôt les biologistes appellent la fonction sensorimotrice. La fonction sensorimotrice, c'est le côté sensoriel et le côté moteur. Ça veut dire que si je me pince, je le fais en direct, aïe, je sens la douleur. Et si, oui. Ça c'est le sens sensoriel, je vous vois, vous me voyez, on s'entend. Et dans le sens moteur, évidemment, c'est je décide de me caresser la joue, je le fais. Oh, oui. Voilà. Eh bien ça, il y a quand même quelque chose de physique là derrière, mais qui vient d'une autre dimension. Alors, soit on décrète que la conscience est matérielle, mais tous ceux qui sont d'obédience matérialiste n'ont jamais apporté la preuve. Même aujourd'hui, où on fait énormément de recherches de neurosciences sur le brain research, de choses comme ça, on ne sait toujours pas dire comment le cerveau engendre la conscience. C'est toujours une question non résolue. Alors, tous les spécialistes vont dire qu'ils ont la réponse, mais leur réponse, excusez-moi, je suis un peu méchant, c'est du blabla. C'est blablabla. Alors, il y a plein de trucs, mais si on gratte, qui c'est qui peut donner la preuve expérimentale que ce qu'il dit, il a raison? Non, c'est du blabla. Au Québec, on a un grand neurologue qui s'appelle Mario Beauregard. Mario Beauregard, oui. Bon, c'est ça. Alors, je l'ai rencontré et il faut dire que lui, il est allé en laboratoire avec une intention, une idée bien claire, et ça a été prouvé. La conscience n'est pas dans le cerveau. Elle utilise le cerveau comme moyen de communication avec l'intelligence de l'être humain, la connexion avec les autres humains. Sauf que la conscience sort du cerveau. Alors qu'il nous donne des exemples. C'est terrible. Mais il y a on dit toujours les NDE qu'on va appeler en français les Near Death Experience, expérience de mort imminente, entre autres. Là. Alors, Sheldrake disait aussi ça à l'avance. Moi, je le dis aussi parce que justement, il y a une non-localité de l'esprit, mais néanmoins, je dis que le cerveau est le catalyseur de la conscience ordinaire. Dans la conscience, il y a plusieurs strates. Et donc, le fait, par exemple, la conscience visuelle, le fait que vous me voyez, que je vous vois, qu'on voit qu'un objet rouge, bleu, vert, c'est vraiment le cerveau qui va nous informer de ça. Et déjà ça pourrait... Ça, c'est une question scientifique. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle le binding problem, le problème de l'unification. Par exemple, quand vous regardez quelque chose, vous avez plein d'informations. On sait où ça converge dans le cerveau, où ça diverge. C'est-à-dire, il y a, par exemple, le cortex visuel primaire. Il y a une zone qui va traiter les contours, l'autre les vitesses, l'autre la couleur, et ainsi de suite. Mais donc ça diverge un peu comme une gare de triage, mais il n'y a aucun endroit où ça converge. Or, les neuroscientifiques ont cherché cette zone en se disant, mais là où tout se rassemble, c'est là où la conscience visuelle va naître. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Donc, le mystère de la conscience, par exemple, quand les neuroscientifiques on se sont dit où donc s'allume la conscience dans le cerveau, ils ont cherché une zone, ils n'ont pas trouvé non plus. Et tout ça, en fait, comment dire, montre que le cerveau contribue à la conscience, mais la conscience n'est pas réductible au cerveau. Voilà. Bon. Mais ça, Et là, il faut préciser à notre public que vous allez toucher des domaines qui sont un peu marginaux à la physique ordinaire, oui. mais vous êtes Oui. de formation physique, vous êtes un vrai physicien, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est j'allais dire une espèce de théorie élargie. Et d'ailleurs, mais ça c'est en anglais, Mario Beauregard et d'autres ont sorti récemment, donc c'est AAPS Press. Ils ont sorti un livre que j'ai, puisque je suis un contributeur je vais vous montrer la couverture. Ah oui, 2 d'accord. secondes. D'accord. 2 secondes. C'est ce livre-là qui s'appelle Expanding Science. Vous le voyez peut-être à l'envers. Ah là. oui, non, on le voit à l'endroit, nous, on le voit à l'endroit, vous, dans votre écran, il est à l'envers. C'est parfait pour nous, là, oui, je le vois bien. Voilà. Expanding Science, et donc il y a plusieurs, éditeurs. Ben oui, Mario Beauregard est là. C'est ça. Voilà, absolument. Voilà. Ah ben oui. Et moi, ils m'ont mis un peu, je dirais, dans les annexes, appendix, parce que comme je suis un peu intermédiaire, c'est-à-dire, alors ça c'est un truc aussi que je voulais dire, c'est-à-dire la conscience ordinaire, pour moi, est vraiment liée au cerveau. C'est-à-dire, il y a mon holomatière, c'est de dire que c'est comme une forme de panpsychisme. Ce qu'on appelle le panpsychisme, c'est de dire il y a des gisements de conscience dans la matière même, c'est-à-dire c'est un petit peu différent. Alors ça c'est la conscience ordinaire, ça n'empêche pas qu'il y ait une âme qui soit totalement au contraire avec l'urcausalité que vous mentionniez. Bon, oui, c'est vous qui l'avez créé le mot là. Oui, oui. Voilà, c'est ça. On va justement vers une autre dimension. Ouais. Mais la conscience ordinaire elle-même, certaines choses de la conscience ordinaire, comme je vous ai dit, par exemple, la conscience visuelle, pour moi, il n'y a pas besoin de faire appel à des notions telles que l'âme et tout ça. Et donc, ça relève d'une forme de panpsychisme quantique, que j'appelle aussi la théorie im-im, la thèse im-im. C'est ça, je vais vous dire pourquoi. C'est ça l'holomatière, parce que vous avez 2 extrêmes. Vous avez d'un côté le matérialisme qui dit la conscience, sous-entendu la conscience ordinaire, encore une fois, est matérielle et immanente. Alors, d'accord, oui, c'est ça. Pour eux, c'est matériel. C'est dans le cerveau, c'est voilà. Le cerveau. Et immanente, c'est-à-dire c'est un contenu du monde. Là, dans le immanent, vous avez un premier im. De l'autre côté, vous avez le spiritualisme, entre guillemets, qui dit la conscience, y compris la conscience ordinaire, est immatérielle et transcendante. Et donc, vous avez un deuxième im qui est immatériel. Ouais. Et moi, je me situe à mi-chemin pour la conscience ordinaire. Je prends du côté des matérialistes le côté immanent et du côté des transcendantalistes le côté immatériel. Donc, im. Voilà. Donc, ouais, je me suis... voilà, c'est ça mon positionnement. Je dirais, il n'est pas extrémiste, il est un peu entre les deux, pour la conscience ordinaire. Voilà. Et là, à partir du moment où on pose ça, on a la possibilité de développer une théorie scientifique qui sera vraie ou qui sera fausse, qui est celle de l'holomatière. Et c'est ça que j'appelle le panpsychisme quantique. Voilà. Je pense que pour ce qui est de la conscience ordinaire, la physique quantique nous donne dans sa caisse à outils tous les éléments dont on a besoin pour élaborer une compréhension scientifique testable de la conscience ordinaire. Là, voilà. C'est très intéressant, mais il faut que je vous demande, oui. Quand vous répétez conscience ordinaire, l'extraordinaire, c'est quoi? Eh bien, l'extraordinaire, ça peut être... ordinaire. Oui. L'extraordinaire, ça peut être d'autres niveaux de la conscience. La conscience, par exemple, l'extase mystique, d'autres niveaux de la conscience. Ah, ben ça rentre dans les travaux de Mario Beauregard. Là, vous rejoignez Mario qui vous rejoint. Voilà, c'est ça. Ben, j'aime ça. Vous laissez la porte ouverte à quelque chose qui serait complètement hors de la matière. Voilà. Donc, hors de la matière. Absolument, tout à fait. D'accord. Donc, moi, je ne
Je suis très précis. Je ne parle que, par exemple, de la conscience visuelle, mais pas de la conscience des états modifiés de conscience, des choses comme ça qui peuvent appartenir à un autre domaine. Et justement, pour moi, que je rattache notamment à ce que j'appelle l'urcausalité dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas limitatif. Bon, Voilà. le holo-matière dont vous parlez, ça s'écrit H-O-L-O. H-O-L-O. OK. Oui. Parce que dans votre adresse courriel, il y a un W devant le H, là, ça n'a rien à voir, là. Parce que, cher monsieur, bonne question. C'est Allez-y. parce que j'ai voulu mettre holomatter et c'était déjà pris. Ah ben, Quand j'ai voulu prendre cette adresse email, oui. holomatter c'était déjà pris. Donc j'étais obligé de rajouter le W. Avez-vous Euh, trouvé en, le, avez-vous en trouvé jouant, la source de ça? voilà, voilà, en jouant sur la racine, holo c'est la totalité, wall Oui. c'est la totalité. Donc je me suis dit, ben, ça va bien ensemble. Mais au début, je ne voulais pas le W. Ben non. Ben, J'étais obligé. avez-vous trouvé qui? Tout d'un coup, il est sur votre piste à vous. Pardon, avez-vous? Trouvé qui était l'auteur de H-O-L-O au lieu de... Ah non, 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 mais effectivement, j'aurais pu lui écrire en l'insultant, en lui Non, disant... non, non, ben non, c'est peut-être un mais je confrère que plaisante, vous je connaissez pas, plaisante. quelqu'un qui vous suit, qui trouve ça formidable. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, ça me donne une idée. Tiens, je vais le faire. Je vais Oui, lui ça écrire. pourrait très bien, parce que, écoutez, en 2013, vous en aviez parlé dans mon émission, on a un copyright qui prouve que, oui, vous l'aviez déjà lancé en 2013. Oui, oui. Ben non, mais avec le W, H-O, ça fait who? Who? Oui, Qui est l'eau matière? oui, 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 c'est ça. Il y a plusieurs façons, effectivement. Je pensais pas à ça, mais on peut effectivement l'interpréter comme ça. Ben, ah, écoutez, Voilà. Emmanuel, c'est un plaisir d'être avec vous, là, parce que je le sais il y a plus de gens que vous pouvez imaginer qui vous suivent et qui comprennent, mais ils sont même contents d'entendre un physicien qui est capable d'entrer dans ce monde de l'esprit et qui donne une place à l'esprit qui est immanent, qui est plus causal que la matière qui est l'effet. Oui, voilà. Disons, ça lui donne une vraie place c'est pas négationniste. C'est pas du genre, c'est un épiphénomène de la matière, ça n'a pas de réalité. Non, non. Et en plus, j'essaye d'intégrer ça dans une vision globale Ouais. du monde matériel qui en fait est psychomatériel. C'est-à-dire à les deux dimensions dès le départ, sachant que, in fine, par l'urcausalité, c'est quand même le niveau du psychisme qui est premier. Hein, voilà. Donc Ben là, oui. je rejoins aussi ce que disent des gens comme Mario Beauregard et tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce Expanding Science, je n'ai pas insisté là-dessus. Et du coup, ils m'ont un peu marginalisé. Mais j'ai pas insisté sur le fait que ça rejoignait en fait leur vision des choses. Voilà. Ouais. Parce que je n'ai pas assez souligné, comme je viens de le faire, que je ne m'occupais dans ma théorie de l'holomatière que de la conscience ordinaire type conscience visuelle. Alors Ouais, qu'il y a c'est ça. d'autres strates. Ce n'est pas limitatif. Mais bon, en tout cas, je prétends apporter une pierre à l'édifice de la science. Et si jamais j'ai raison et c'est potentiellement testable, eh bien, ça rentrera dans le domaine général. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que par cette approche, je rends compréhensible deux phénomènes qui aujourd'hui ne le sont pas dans la physique quantique. C'est justement ça qui rend cette physique si contre-intuitive. Quelque chose, d'une part, qu'on appelle le collapse ou la réduction du paquet d'ondes ou le fait qu'on mesure un électron qui est étalé et quand on va le mesurer d'un seul coup, il va se concentrer. C'est aussi lié à ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, onde-particule, qui doit être, je pense, connue du grand public. Et puis le collapse, c'est en fait le saut quantique. Je pense qu'on connaît l'expression saut quantique. Oui, Pourquoi et vous prenez quantique? l'exemple de l'électron. Dans presque toutes vos conférences, vous allez avec l'idée de l'électron. Et pourtant, on sait qu'un électron qui change de couche ou C'est ça, voilà. il doit dégager de l'énergie ou absorber un photon. Voilà. Et alors, le photon est plus intime et plus petit qu'un électron, si on veut, là. Oui, en tout cas, oui. alors, moi, je vous amène sur une autre piste, mais la piste du photon. Parce que le photon, l'électron est bâti de quoi?
On dit que c'est une particule élémentaire, donc insécable. On ne peut pas la diviser. On ne peut pas avoir un demi-électron, comme vous n'êtes pas le seul à le dire. Tous les physiciens le répètent. On ne peut pas jamais avoir un électron et demi ou un électron et trois quarts. Un électron, c'est un électron. Bon, OK. Voilà. Mais quand il change de couche, quand il collapse, il y a un électron, un photon qui se dégage ou il absorbe un photon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va où, le photon? Il rentre dans l'électron. OK, c'est comme de la nourriture qui vient d'absorber. Et puis, il ne change pas de masse, hein, il demeure toujours la même chose. Alors, qu'est-ce que le photon derrière tout ça? Là, je vous amène sur les plans de... Parce que, tu sais, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. À l'origine de tout, là, le Big Bang, avant le Big Bang, on imagine que ça devait être l'obscurité totale. Et dès le début de la manifestation, ça a été l'arrivée de la lumière, donc des photons. Ou peut-être des particules subatomiques encore. Alors, je vais répondre à votre question pour vous dire que les astrophysiciens et les physiciens tout court vous diraient qu'il y a eu de la lumière dans l'univers, seulement il a fallu attendre 380 000 ans. C'est ce qu'on appelle le découplage entre la lumière et la matière. C'est-à-dire avant, tout était tellement concentré qu'à peine un photon était formé qu'il était réabsorbé. Donc il n'y avait pas de lumière. Bon, il a fallu attendre. Pardon. Oui, mais 300 quelques milliers d'années, là, combien d'années ça fait? Le Big Bang, ça fait combien de temps, là? On estime aujourd'hui que ça fait 13,7 milliards d'années. Milliards d'années. Années, monsieur. Bon, alors, 300 000 ans, là, c'est pas gros, là, pour le temps. 13,7 milliards d'années, hein, oui. Le Big Bang. Voilà, mais le peu de temps de cogitation au début de la création de l'univers physique matériel visible, il y a eu au départ du Big Bang, alors qu'il n'y a pas eu de bruit, là, il n'y a pas eu de bang. C'était dans le silence le plus total, hein? Oui, forcément, puisque... Ben oui. Forcément. Bon, oui. Et là, il y a eu des particules encore plus petites que l'électron et plus petites peut-être que le photon. Il y avait quoi, les mésons? Ben, on parle de le boson de Higgs. Oui, le boson de Higgs, il y avait des particules qu'il n'y a plus maintenant, parce qu'on ne pouvait les trouver, si on peut dire, qu'à des niveaux d'énergie qui ne sont plus d'actualité depuis fort longtemps. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des accélérateurs, pour retrouver un peu ces conditions. Plus on met de l'énergie dans un accélérateur, plus quelque part on remonte le temps. On voit ce qui se passait, on se rapproche du Big Bang en fait. Voilà. Sachant le pétard, on met tellement d'énergie concentrée dans un accélérateur que quand on frappe, c'est le pétard. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est ça l'intérêt, c'est comme ça qu'on a trouvé le boson de Higgs, justement. Oui. Alors, dans la physique quantique, on arrive aux particules atomiques, subatomiques, hein, dans des particules élémentaires, on pourrait peut-être les appeler les fermions, les mésons, les quarks. Oui, les photons. Parlez-moi de cette réalité qui est avant d'être rendu dans l'électron. Quand on est rendu dans l'électron, on est rendu dans des particules atomiques. Alors, c'est des particules subatomiques, néanmoins. Ce qu'on appelle particules subatomiques, c'est des particules qui sont plus petites que l'atome et qui éventuellement contribuent à un atome, mais pas que, puisqu'il y a 3 familles en fait de particules. Et curieusement, il y en a 2 qui sont redondantes, c'est-à-dire notre monde réel, il est fait à partir d'une seule famille. Et les physiciens ne savent absolument pas dire pourquoi il y a 3 familles parallèles. C'est-à-dire, on va retrouver la même structure, un grand-père, une grand-mère, un cousin, dans ces 3 familles. Elles sont exactement parallèles. Et en fait, il n'y en a qu'une qui est utile, entre guillemets, dans notre monde réel. Et donc on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie des grandes interrogations de la physique, parce que si on part de l'idée que la nature ne fait rien gratuitement, c'est-à-dire elle ne s'est pas amusée à faire 3 familles alors qu'une seule aurait suffi, donc on se dit, il y a peut-être une raison là derrière, on ne la connaît pas. Alors, avant de vous parler de ça, je voulais juste vous dire quand même que sur une des forces de l'holomatière, de mon holomatière, c'est de dire que quand les 2 particules sont intriquées ou enchevêtrées.
Voilà, je préfère de beaucoup l'expression canadienne, enchevêtré. C'est plus joli qu'intriqué. Intriqué, ça me rappelle trop la trique. Enchevêtré, absolument. Oui, En oui. deux particules sont, justement, j'essaye d'ailleurs de l'utiliser à la place Oui, vous le dites même souvent dans vos entretiens, que ça vient Voilà, du c'est Québec, ça. ça vient du Canada. Je suis content Absolument. parce qu'à notre premier entretien, on en avait parlé déjà à ce moment-là, Oui, oui. Alors, l'enchevêtrement. absolument. Alors, ces deux particules enchevêtrées, en Oui, fait, sont liées par un lien qui, pour moi, est de nature psychique. C'est-à-dire, c'est la face cachée de ces particules d'holo-matière, parce qu'une particule d'holo-matière, elle a une face physique et elle a une phase psychique. La phase physique est visible, c'est elle que le physicien rencontre, mais elle a une face psychique qui, en temps normal, et n'est pas visible parce qu'elle est comme endormie, elle est latente. Et donc, tout se passe comme si elle n'existait pas. Mais dans certains cas, elle intervient et c'est là où on a un saut quantique. Et donc, ces particules et comme cette dimension n'est pas matérielle, elle, une des conséquences, c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans l'espace-temps relativiste de la matière. Et c'est pour ça que les deux particules ont beau être aux deux bouts de l'univers, eh bien, pour la partie psychique, il n'y a pas de distance. Et c'est pour ça, et ce lien, c'est aussi le même que le lien télépathique. C'est-à-dire entre deux esprits, quand il y a des liens télépathiques, et Dieu sait qu'on a des preuves expérimentales, hein, il suffit de demander à Dean Radin, le chercheur américain en parasciences, en parapsychologie, pour voir, et puis des gens comme Larry Dosset et tout ça, enfin un certain nombre, qui ont contribué d'ailleurs dans ce livre que j'ai montré, eh bien ces gens-là, on a la preuve que la télépathie existe, et cette télépathie pour moi, et c'est ça la non-localité de l'esprit, eh bien elle a été trouvée sous forme du lien d'enchevêtrement, de l'enchevêtrement. Seulement, ce qui manque aux physiciens aujourd'hui, c'est de s'apercevoir que ce lien d'enchevêtrement, c'est un lien psychique, un lien télépathique. Et c'est pour ça qu'il n'est pas visible, et c'est pour ça qu'il est totalement indifférent aux distances physiques. Voilà. Alors, oui. ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est très important. Quelque chose qu'amène l'holomatière, c'est-à-dire grâce à cette notion de l'holomatière, on comprend ce que c'est que ce lien. Et on comprend, si vous voulez, par exemple, notre cerveau qui a plein de... Ce lien, ça va donner notre unité, l'unité de notre conscience. Par exemple, si comme je vous ai dit, pour la conscience visuelle, si une partie à gauche dans mon cerveau va traiter la couleur, une autre partie à droite va traiter les contours, les formes et tout ça, ou la vitesse, eh bien, tout ça, c'est dans des zones différentes de mon cortex visuel primaire. Comment c'est rassemblé, étant donné qu'on ne voit pas de convergence, eh bien, c'est par des liens d'enchevêtrement. Voilà. Donc, en plus, quand on va vers les neurosciences, on s'aperçoit que cette physique-là va nous permettre de comprendre des choses qu'on ne comprend pas en temps normal. Voilà. Alors, ça, c'était la parenthèse, mais pour moi, j'ai entendu des conférenciers physiciens, scientifiques sur Internet commencer à ouvrir la porte. Hein. Il y en a plusieurs qui parlent de psychique. Ils acceptent qu'il y aurait un univers. Tu sais, dans le credo, c'est le créateur des univers visibles et invisibles. Et les deux sont entremêlés, sont vraiment, absolument. Il n'y a pas l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Pour moi, c'est deux faces d'une même réalité. Et voilà. C'est là que Lilou vous a amené en disant, mais vous voulez parler de Dieu? Oui. Mais Emmanuel Ransford, j'ai reçu dans les années 80 un Français physicien, Jean-Émile Charon. Oui. Bon, Léon, un néon, hein? Mort où est ta victoire? Parce qu'il nous disait déjà à l'époque que l'électron, il le comparait à un néon, mais pas néon dans le sens temporel, là, du temps infini. Oui, c'est ça, E-O-N, aeon, du grec. Oui, c'est ça, du grec. D'ailleurs, hein, on refait souvent la langue grecque hein, chez les physiciens. Là, on parle de physique. La lettre phi. Oui. Après même ça, holomatière, holo, c'est une racine grecque. Hein. C'est ça, voilà. Psychique. Parce que
Vous avez tout à fait, c'est honorable parce que les Grecs, c'était un point tournant de la civilisation de l'Occident. Les grands penseurs grecs n'ont pas été Oui, c'est ça. dépassés. Ouais. Ils étaient les premiers, en tout cas, à être aussi performants. Mhm. Et c'est ça. Alors, je voulais vous demander, mais est-ce que vous avez lu un peu ou vous avez pris connaissance un peu des travaux de Jean Charron? J'ai 2 livres de lui. Ah ouais. Il y a quand même quelques petites différences. Lui, en fait, son idée, c'est que, alors d'abord que l'électron est différent des autres particules. Et moi, je ne prends l'électron que comme un exemple de la particule générique. C'est-à-dire, je pourrais aussi bien dire photon, je pourrais aussi bien dire proton. Mais pour lui, il développe l'idée que l'électron est un mini trou noir. Oui, en Un effet. mini trou Oui, noir. oui. Voilà. Et moi, Ah ben, c'est pas tout je à pense fait pas. ça. Non, Et c'est comme ça. c'est un, Est-ce qu'on peut lui, parce qu'il est décédé maintenant, il ne va oui, pas oui. se défendre, mais est-ce qu'on pourrait lui dire qu'à son époque, il était Ah ben, avant-gardiste? ah ben c'est très bien. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, il faut du courage pour faire ça. Oui, oui, oui. Non, non. Moi, même si je ne souscris, ben, il y en a un autre qui est mort lui aussi, qui s'appelle Olivier Costa de Beauregard, qui était en plus du CNRS, voilà, Oui. qui a développé aussi une autre idée. Tous ces gens-là, même si je ne souscris pas exactement à leur approche, je les salue et je les respecte totalement. Et puis encore une fois, tant qu'on n'a pas la certitude d'avoir trouvé une réponse, au contraire, il faut chercher, il faut être dans la diversité. Ah oui, oui. Bon, encore une fois, je pense que son idée n'était pas la bonne. Ça, c'est ce que je pense au fond de moi-même. Mais encore une fois, il a eu un grand courage et le mérite parce que son idée est astucieuse. C'est pas parce Oui. que je la pense pas juste que je ne trouve pas que c'est une idée astucieuse. Pour l'époque, en C'est tout cas, voilà. j'ai reçu Fridtjof Absolument, Capra tout à aussi. fait, tout à fait, tout à fait. Fridtjof Capra avec son Tao de la science, Oui, de Tao la de la physique, physique. voilà. Oui, oui. Non, non, C'était mais des ça, précurseurs, ces gens-là. absolument. Ce sont des gens qui ouvraient qui désenclavaient intellectuellement la physique. Oui, oui, tout à fait. C'est très bien qu'il y ait des gens comme ça. Moi, Heureusement. j'ai l'impression d'être avec Emmanuel Ransford, comme à l'époque où j'ai reçu ces gens-là qui disaient des choses qui n'étaient pas acceptées par l'ensemble du collège des physiciens et tout ça. Mais ils Forcément. avaient l'audace de le dire. Et puis, Exactement. si on se rend compte que ces gens-là ont eu des intuitions vraiment, vraiment, qui ont fleuri, et même Oui. votre approche à vous, Emmanuel, elle ramène encore une intuition supplémentaire. Et c'est toujours supplémentaire. Et ça va finir par éclater au grand jour. Ils ne C'est pourront ça. pas se cacher C'est-à-dire, en fait, qu'au-delà de la oui. matière matérielle physique, là, le phi, là, ils vont être obligés Mhm. d'introduire le mariage avec le psy. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que en science, de façon générale, il y a un côté cumulatif, c'est-à-dire quelqu'un qui a rajouté une pierre à l'édifice va permettre au suivant d'en rajouter encore une et ça ne sera pas perdu. Même si c'est dépassé, ça Oui. ne sera pas perdu. C'est ce Non. que disait d'ailleurs Newton, disait quand on lui disait vous êtes un génie, ce qu'il était effectivement, mais c'était un sacré caractère. Hein, il était, oula, il fallait pas l'avoir contre soi. Donc au point de vue humain, c'était pas terrible. Mais quand on lui a demandé, il a dit j'ai pu faire ce que j'ai fait parce que j'étais assis sur des épaules de géants. C'est-à-dire, c'était bien mettre en avant le fait qu'il est allé plus loin parce qu'il avait eu des prédécesseurs. Et puis aussi, il faut pas oublier, parce qu'il avait reçu une pomme sur la tête. Hein. Mais je veux Aussi, dire, oui. je plaisante. Moi, j'ai plusieurs pommiers chez moi. Quand Ah je oui, oui. réfléchis, j'essaye d'avoir une pomme qui me tombe sur la tête. Je plaisante. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est là où ça doit pas être aussi l'ego. Là, c'est une entreprise humaine où il y a plein de personnes qui sont impliquées. Et voilà. Et moi, je fais vraiment ça dans cette perspective-là. C'est-à-dire, l'holomatière, c'est pas mon holomatière. C'est vraiment, c'est comme un fleuve. Je m'inscris dans un courant et je rajoute une petite pierre qui sera vraie ou qui sera fausse, qui va suggérer d'autres idées, parce que vous savez que parfois même quelqu'un qui a une idée qui n'est pas tout à fait juste, ça va servir
elle va être recyclée ailleurs. On l'a vu aujourd'hui dans l'idée des cordes, la théorie des cordes, qui a repris une idée qui était du temps d'Einstein, qu'on appelle la théorie de Kaluza-Klein, qui rajoutait justement des dimensions pour faire la synthèse entre la relativité et l'électromagnétisme. Alors ça n'a pas eu de lendemain, parce qu'en plus on s'est aperçu, à l'époque on croyait qu'il y avait seulement deux forces fondamentales, justement la gravité, on ne peut pas ignorer qu'elle existe, et l'électromagnétisme, on peut difficilement aussi ignorer. Et puis depuis, on a eu la force électronucléaire faible, la force nucléaire forte, donc on s'est dit, c'est pas possible. Mais cette idée de Kaluza-Klein a rejailli dans les années 70 dans les fondements de la théorie des cordes, en laquelle d'ailleurs, entre parenthèses, je ne crois pas non plus, parce que pourquoi on n'arrive pas à faire la synthèse entre les deux, entre la relativité et les quanta, selon moi, vu de mon clocher, c'est parce que l'holomatière a deux états, comme l'eau qui peut être de la glace, l'eau liquide qui peut être de la glace solide. Les deux états, c'est quand c'est la partie physique qui mène la danse, on a l'état matière. Et quand c'est l'autre, c'est la partie psychique qui mène la danse qui lui arrive, c'est grâce à ça que y a le sensorimoteur, eh bien, on a l'état que j'appelle paral. J'étais obligé de prendre un néologisme. Or, il se trouve que l'état matière, lui, est relativiste, puisqu'il obéit à toutes les lois usuelles de la matière, mais pas l'état paral. Et donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'enchevêtrement se fiche de la relativité. Les deux trucs sont liés de façon immédiate aux deux bouts de l'univers. C'est pas très relativiste, ça. Et d'autre part, on peut montrer aussi que le saut quantique n'est pas relativiste. Parce que justement, quand il y a un saut quantique se produit, eh bien, ça veut dire que, pour moi, dans mon interprétation, l'holomatière est à l'état paral. C'est le psychique qui mène la danse. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à joindre les deux? Eh bien, on va faire les deux plateaux de la balance. Sur un plateau, vous avez un seul objet, sur lequel est dit tout est relativiste. Ça, c'est le bon Einstein, Albert Einstein. Ah non, on dit Einstein, je plaisante. Oui, c'est bien le bon dit. Albert. Oui. Le bon, si on prononçait à la française, on dirait Einstein, le bon Albert Einstein. Oui, le bon Albert Einstein, ça veut dire pierre, une pierre. Oui, une pierre. Donc c'est la pierre. Bonne remarque. C'est très matériel, c'est très concret. Oui. C'est l'unique pierre de Albert Einstein sur laquelle il y a marqué tout est relativiste. De l'autre côté, du côté des quantiques, il n'y a pas un objet, il y en a deux. Il y a deux pierres. Une qui est l'état matière sur lequel il y a marqué je suis relativiste, et une autre petite pierre d'une autre couleur où il y a marqué je ne suis l'état paral, je ne suis pas relativiste. Donc, vouloir faire la synthèse entre les deux, c'est vouloir tout mettre dans le moule relativiste, mais l'état paral, il n'en veut pas. Et donc, tant qu'on n'a pas compris ça, on va essayer de faire la synthèse entre les deux. On va faire une usine à gaz qui s'appelle la gravité quantique à boucle, la théorie des supercordes ou des cordes et ainsi de suite, alors que c'est contre nature. La nature a prévu que l'holomatière, sous réserve que j'ai raison, hein, évidemment, que l'holomatière a deux états, l'un qui est relativiste et l'autre qui ne l'est pas. Alors on peut pas faire la synthèse. En d'autres termes, c'est une matière libre. Oui, c'est ça, voilà, absolument. Mais donc ce projet de faire la synthèse entre la relativité et les quantas, ça ne peut pas marcher. Donc il y a plein de chercheurs brillants aujourd'hui qui se mettent là-dessus parce que chacun se dit si moi j'y arrive, à moi la gloire, le prix Nobel et tout ça. Mais c'est une voie sans issue de mon point de vue. Voilà. Alors, donc tout ça pour vous dire que l'holomatière a des conséquences très pragmatiques. Et du coup, je veux pas mettre les chercheurs sur la grande unification au chômage, mais je leur dis abandonnez vos recherches sur la gravité quantique et venez vous intéresser à l'holomatière. Et là, il y a plein de choses à chercher. Ça se fera peut-être. De toute façon, un jour, ils vont arriver, un dans son univers et l'autre dans son autre univers spirituel, et quand ils vont commencer à ouvrir la porte de l'un, de l'autre, ils vont s'apercevoir que ils avaient déjà tout dit en spiritualité. Les Védas, les Védas, les textes spirituels très très hauts, mystiques. Et les autres vont rentrer, les mystiques vont rentrer dans la matière en disant « Ah,
On se retrouve enfin. Ben oui, il va y avoir une grande union. La grande formule de l'union va arriver comme ça, je pense. C'est absolument ça. Il y a un motto, la devise de Pierre Teilhard de Chardin, qui était un jésuite, et ceux qui montent convergent. Et ben c'est ça, une convergence. C'est ça. On en a parlé il y a 2 semaines avec un physicien français qui s'appelle Leux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Marc Leux, quand on le voit à mon écran de télévision, Geneviève a mis son image. Il nous a beaucoup impressionné, ce monsieur qui est allé en politique, qui était un conseiller de Jacques Delors, donc un des créateurs de la Communauté économique européenne. Et c'est un théologien qui a fait 12 ans d'études en théologie, qui était au Vatican. Et le jour où il a décidé qu'il se mariait avec une femme, eh ben, on l'a mis dehors. Eh ben oui. Bon, alors, mais c'est un théologien qui entre maintenant dans une conception de l'univers, mais il voit bien que les physiciens s'approchent. Oui, c'est ça, voilà. Ah non, c'est merveilleux. Moi, je suis à la croisée de tout ce monde-là. Je les reçois sur mon émission depuis 45 ans. Ça fait 45 ans cette année que je suis là. Toutes les semaines avec des invités. Ah oui, d'accord. Et c'est ça qui est bien aussi. J'avais hâte de vous retrouver, Emmanuel Ransford. Il fallait que je digère. Vos néologismes me fatiguaient. Oui. Je les comprends. Mais l'holomatière, pourquoi vous l'appelez l'holomatière? Je comprends. On va dire que c'est la totalité. C'est ça. Quand je parle d'holoparticules, par exemple, ça veut dire que je parle de la totalité, de tous les aspects de cette particule. Oui, c'est ça. À la fois spirituel et matériel, si on veut. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Absolument. Okay. Et je ne pouvais pas l'appeler matière, parce que si je l'appelle matière, ça va faire une confusion. Les gens vont se dire, ils vont plus comprendre. Donc, je suis obligé de mettre une autre étiquette. C'est malheureusement parce que les néologismes, c'est jamais bon. Mais je peux pas faire autrement. C'est comme l'état paral. C'est pour ça que l'état normal, je l'ai appelé matière. Les gens s'y retrouvent. Mais l'autre, je suis obligé d'inventer un mot. L'état paral. Malheureusement. Mais le paral, est-ce que c'est le spirituel? C'est ça, c'est spirituel, c'est ça. Pourquoi vous l'appelez pas spirituel? Voilà, c'est du domaine. Oui, mais non, spirituel, c'est pas tout à fait ça non plus, parce que le spirituel, moi, à la limite, je le mets plutôt du côté de l'urcausalité. Expliquez-nous comme il faut, parce que j'ai Emmanuel Ransford avec nous. Le paral, c'est le temps de savoir de sa bouche qu'est-ce qu'il entend précisément par ces termes-là. D'accord. Alors, le paral, pour moi, c'est l'autre aspect de l'holomatière, c'est son aspect psychique. Mais psychique au sens, par exemple, encore une fois, de la conscience visuelle. La conscience visuelle, c'est pas spirituel au sens de la spiritualité. Par contre, quand on se dit l'holomatière, dans l'holomatière, il y a une endocausalité partielle, comme je l'appelle, mais si cette endocausalité est totale, c'est ça l'urcausalité. Et ça, c'est le niveau spirituel, c'est le niveau transcendant. Et là, c'est spirituel. Voilà. Donc, c'est un niveau différent. C'est un niveau. Au plus bas, il y a la matière. Après, il y a le paral, et encore une fois, comme je dis, le paral, la conscience visuelle, elle n'a rien de spirituel, la conscience visuelle. Le fait que j'entends, que je goûte, que je puisse bouger, c'est pas spirituel au sens, ça dépend dans quel sens on utilise ce mot-là. Mais c'est subjectif. C'est subjectif. Ta vision d'une chose, c'est ton point de vue. Moi, j'ai une autre vision, c'est mon point de vue, c'est subjectif. Voilà. Parce que dans l'autre cas, c'est très objectif. Voilà. Alors, le niveau de la matière, c'est le niveau objectif, effectivement. Le niveau du paral, c'est le niveau subjectif. Oui. Et c'est une excellente nomenclature. Et l'urcausalité, c'est le niveau spirituel, pour moi. Voilà. Donc, il y a au moins ces 3 niveaux. Quand on s'était rencontrés, il y a des lunes, là, en 2013, je vous avais amené encore une notion grecque qui était le phénoménal. Et le nouménal. Oui, absolument. Et entre les deux, j'ai appris que Teilhard de Chardin nous a mis, parce que je suis un spécialiste de Teilhard, qui nous a appris qu'il y avait le noos. Oui, c'est ça, la noosphère. Oui, absolument. Alors c'est l'accumulation d'informations. Puis il y a même des savants qui nous disent aujourd'hui que dans un trou noir, lorsque la matière matérielle concrète pénètre un trou noir, elle va être diluée et se transformer en information. Des data. Des data, c'est juste des données. Et ça devient le noos.
Oui, oui, oui. On a le C'est pas... géosphère, la géologie de la Terre, le géosphère, et au-dessus, Mhm, on a la biosphère, qui est la vie, mhm, et mhm. au-delà, tu as la noosphère, qui est, on pourrait dire, Absolument. l'âme de la Terre. Tout ce qui a été Mhm, accumulé d'expériences de tout, 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 tout. Et quand tu es dans le monde du paral, tu mhm. abordes toujours de l'extérieur vers l'intérieur, donc tu arrives dans le noos. C'est Et tu ça, absolument. t'instruis. Tu es Mhm. instruit, et c'est là l'amour, la pénétration de l'autre avec la coexistence des deux qui se Mhm, donnent de la place mhm. pour Oui, oui, coexister. oui, En tout oui, cas, c'est ça. Emmanuel, c'est extraordinaire. Là, je vous ai enfin, ça fait 13 ans. Non, ça fait 8 ans. Mais j'ai compris maintenant que c'est pas la même chose, le phénoménal et le nouménal. Le nouménal, Oui. Mhm. ce serait justement au-delà du paral. Oui, c'est ça, voilà, voilà, oui, oui. C'est, c'est Le domaine de l'esprit. total, Mhm. total, total. Oui, oui, c'est ça, absolument. Donc, il y a au moins ces trois strates. C'est Ça ça. Alors, m'amuse, ça m'intéresse parce que justement, je suis intervenu il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas avant la crise du Covid, je suis intervenu dans un congrès de la Société des Amis de Teilhard de Chardin en France, qui a wow. fait des actes d'ailleurs, qui a fait des actes. Et donc, il a été un peu question de toutes ces choses-là, évidemment. Ah Mais oui. c'est vrai que Teilhard de Chardin, lui aussi, à sa manière, était un visionnaire et a dit des choses qui étaient en avance sur son temps et qui sont très fortes. Voilà. Et il était pourtant anthropologue, Oui, 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 puis oui. envoyé en Chine. Oui, oui, parce que justement, il n'était pas en odeur tout à fait de sainteté avec l'Église. Ouais, puis après qu'il est revenu, on l'a envoyé, puis Oui, il est allé mourir à New York. oui, c'est ça. Voilà, on voulait l'éloigner un peu. Alors vous avez la Sainte Paix, vous êtes dans votre oratoire, qui est en même temps votre laboratoire à votre maison. Mhm. Non, mais vous avez quand même la paix, vous n'êtes pas... Ah oui, oui, parce que oui. vous Non, êtes un chercheur, vous le dites et vous êtes heureux de le dire, vous êtes un chercheur indépendant. c'est ça, voilà. Mais là, j'ai une situation privilégiée parce que même avec mon petit jardin, s'il n'est pas très grand, et je préfère ça parce que sinon c'est du travail, Êtes-vous capable eh de bien, tourner la caméra pour me le montrer, nous le montrer? Vous l'avez montré avant qu'on fasse l'émission. Regardez, c'est non, beau. Hein? Ah, c'est- c'est de la c'est- vie, ça. c'est le temps grisailleux. Ben oui, Voilà. Alors, les fleurs blanches qu'on voit là-bas, c'est la mélanchier dont je vous parlais tout à l'heure, un arbre canadien. oui, oui. Là, on voit. Et puis devant, il y a un petit peu de feuillage rouge. C'est un acer, maple tree. Oh, zut. C'est Un pardon, érable à sucre, on dirait. un érable du Japon. Voilà, je Ah, trouve du jamais le mot Japon. français. Un Ah, ben, quand vous érable du viendrez au Japon. Québec, il faudrait que vous repartiez avec des semences d'érable à sucre. Ça va prendre Ah oui, 20 ans. oui. Donc, Mais celui-là, je l'ai pris spécialement à cause de sa couleur rouge flamboyante oui. au printemps. C'est magnifique. Alors là, les feuilles ne sont pas encore suffisamment développées, mais alors plus tard, on aura vraiment, ça sera très très joli. Mais j'ai plein de plantes. Je m'intéresse beaucoup à la botanique et j'ai plein de plantes intéressantes. Alors, Voilà, baissez votre qui caméra. viennent. Alors, baissez votre caméra, c'était mieux comme ça. Non, pas comme ça. Non, non, je veux dire. Ah, oh Bon, yes, voilà, yes, voilà, yes. pour vous avoir dans I agree l'écran with. comme il faut. Oui, 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 c'est bon. pardon, pardon. Vous êtes venu souvent au Québec parce que votre père vivait ici. C'est ça, voilà. Vous êtes venu sûrement l'automne une fois ou l'autre. Là. Vous avez dû voir les... Oui. Oui, 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 oui. Ah ben oui, les érables canadiens ont des couleurs totalement chatoyantes. Oui, oui, ça m'est arrivé. Ah Et oui. en plus, j'ai visité le, le jardin botanique de Montréal, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment intéressant. Oui. Avec une mise, un petit peu une mise en scène chinoise d'ailleurs, à l'occasion, mais il y avait Ben, il y a un vraiment, échange. C'est ça, il y a un échange avec ben, le Japon, surtout. oui, 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 oui. Oui, oui. Mais c'était vraiment intéressant. Et notamment, ça m'a permis d'avoir le nom d'une plante que je cherchais, dont j'avais pas le nom, et j'ai trouvé là-bas. Ben, voyez-vous, c'est ça que j'aime de vous, là, c'est qu'on comprend que vous êtes un physicien. Vous êtes souvent dans votre tête, mais vous êtes aussi près de la nature, près de Oui, ce qui c'est est ça. Ah vivant, ben c'est, du bio, oui, oui, c'est ça. Ah ben la oui. Oui, biosphère, tu sais, c'est ça, oui, c'est oui. important. Alors, d'ailleurs, dans le monde végétal, encore une fois, dans mon
dernier livre, pour le coup, là, que vous montriez tout à l'heure, 8 leçons essentielles sur la science quantique. Ah, ben tiens. Oui, vous l'avez là, absolument. Eh bien, la dernière leçon, la 8e, parle justement du monde végétal. Et il y en a une 9e qui n'est pas dans le titre, qui est l'appendice, qui parle du libre arbitre. C'est-à-dire, vous savez que dans dans l'approche matérialiste des choses, le libre arbitre est une illusion. Et si vous voulez faire carrière académique, il faut bien faire comprendre à tout le monde que vous n'y croyez pas, que c'est une illusion, que vous êtes d'obédience matérialiste. Et en fait, et on vous dit, nous avons plein de preuves. Et en fait, ce n'est pas vrai. Et là, justement, à la fin, je liste un certain nombre de preuves expérimentales qui vont dans le sens du matérialisme. Si ça vous intéresse, je vous en donne une. Oui. Alors, il y en a plusieurs, hein, évidemment, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est le sommeil des cétacés, notamment du dauphin. Le dauphin respire. C'est un mammifère et il a des poumons et il n'a pas des branchies. Et quand il est dans l'eau, si vous vous endormez dans l'eau et qu'il y a une grosse vague qui arrive, vous allez boire la tasse et vous risquez d'aller à trépas, de mourir. Et donc, de se noyer en avalant de l'eau au lieu d'avaler l'air. Et comment la nature a réussi à concilier le fait de dormir et d'avoir besoin de dormir et le fait d'avoir besoin de respirer, eh bien, le dauphin dort non pas d'une oreille, mais d'un hémisphère cérébral, d'un demi-cerveau, et il change de côté toutes les 20 minutes quand il dort. Et du coup, ça lui permet d'être suffisamment dans un état vigilant pour prendre des décisions si une grosse vague arrive, ce qui prouve bien que c'est la conscience a un libre arbitre, est capable de décider, d'avoir un impact concret. Et donc, c'est une des preuves du libre arbitre. L'autre preuve, c'est mais il y en a 5 au total une autre preuve, c'est ce que j'appelle le lobbying sensoriel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses, la sensorialité pourrait être neutre. Eh bien non. La nature a fait en sorte que nous avons des choses qui créent de la douleur et d'autres qui créent du plaisir. Et quand on regarde, on s'aperçoit que la douleur, c'est ce que la nature veut nous faire fuir. Si on me coupe le bras, je vais avoir tendance à partir. Une question de survie. Et le plaisir, il y a évidemment la reproduction et d'autres choses. C'est ce que la nature veut que nous allions vers. Ce qui prouve bien, on ne fait pas du lobbying, comme on dit en franglais, auprès de quelqu'un qui n'a aucune capacité décisionnelle. C'est perdre, si vous faites du lobbying et que vous allez voir quelqu'un qui peut rien décider, vous perdez votre temps. Ouais. On fait du lobbying auprès d'un décideur. Donc ça prouve bien que la nature ayant fait ce lobbying, ça prouve bien aussi que nous avons un libre arbitre, nous avons le pouvoir de décider. Voilà, ça fait partie, et puis il y en a d'autres. C'est bon, c'est la première fois que j'entends cette approche. Hey, génial, oui. Mais c'est parce que le combat de l'holomatière, c'est aussi implicitement un combat pour le libre arbitre, c'est-à-dire, et pourquoi actuellement dans le monde académique, mais alors si vous montrez que vous croyez au libre arbitre, vous êtes une sorcière, un sorcier, vous êtes un mystico déglingo, eh bien c'est parce que justement le libre arbitre a l'air de nous affirme que la conscience n'est pas de nature matérielle, la matière n'a pas de libre arbitre. Voilà. Donc c'est aussi ce combat-là. C'est génial. Déjà d'être arrivé à ce point-là à la fin de notre émission, là, c'est vraiment, j'allais dire, catastrophique pour les matérialistes. Oui. Mais je pense réellement que le matérialisme est né historiquement à une certaine époque et je pense qu'il va mourir à une autre époque parce qu'il aura fait son temps. C'est un peu comme la physique classique. La physique classique qui était rêvée pour les matérialistes d'ailleurs, c'était tout déterministe et tout ça, eh bien elle a fini par disparaître parce qu'on s'est aperçu que c'était une certaine approximation de la réalité, mais c'était pas la réalité ultime. Eh bien je pense que le matérialisme, ça va être pareil. Mario Beauregard a écrit sur le post-matérialisme. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Et donc avec comment dire, sa dynamique, oui, c'est ça le post-matérialisme, absolument. Voilà, tout à fait. Ah voilà. Ben oui. Emmanuel Ransford, je vous fais une demande. Là, oui. On a presque terminé l'émission de la semaine qui est offerte au grand public. Tout le monde l'entend, tout le monde la voit. Et j'ai l'habitude avec mes invités de prendre une autre heure
qui est réservé à mon petit groupe de gens qui est quand même assez nombreux, mais qui nous permettent à nous de financer les émissions qu'on fait, qu'on produit toutes les semaines. Ce sont des gens qui se sont abonnés au club que j'ai appelé le club créé. C'est pas compliqué. Mon émission s'appelle Ésotérisme expérimental. J'ai déjà 2 E. Alors, créé, c'est club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. Alors, si vous êtes disponible, moi, je fais pas je vous donne pas un temps d'antenne en conférence. C'était pas une conférence, c'est un échange qu'on fait ensemble. Je trouve que c'est réjouissant. Et là, j'ai 2 petites choses à vous apporter dans le club créé. Une des 2, je vous l'ai dit, et je l'expliquerai plus en détail tantôt si vous voulez. Vous utilisez le UR causalité. UR, d'où ça vient votre choix du mot UR? Alors, UR, c'est UR, UR causalité. D'où ça vient le UR? Oui, alors je vais vous dire ça. Alors déjà, j'avais endocausalité, exocausalité. En fait, en anglais, j'appelle ça in causation and out causation. Donc, c'est monosyllabique. Et donc, quand j'ai cherché quelque chose pour nommer différemment l'endocausalité totale, puisque on passe du niveau de l'immanence au niveau de la transcendance et de nouvelles propriétés apparaissent au niveau de l'endocausalité totale. Il faut bien voir qu'entre l'endocausalité partielle, donc qui est liée à l'exocausalité, et l'endocausalité totale, il y a une différence qualitative. Et donc, c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de la nommer différemment. Et j'ai pensé à la racine, en fait, allemande, Urmensch, UR. C'est la racine donc qui veut dire primordial, Urmensch, l'homme primordial. Et alors c'est d'ailleurs assez marrant, et en plus la ville Ur est une des premières villes de l'humanité en Mésopotamie. Et en plus, alors un truc qui est marrant, c'est qu'à un moment j'intervenais dans un congrès dans les Pyrénées, et entre la dernière gare et l'endroit de l'intervention, on est passé par le petit village Ur. C'est le seul Ur. Ah oui, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil incroyable. C'est le seul, j'ai regardé sur la liste des noms géographiques en France, c'est le seul qui s'appelle Ur en France. Mais il y a un Ur. Voilà. Et donc, j'ai trouvé. Mais donc, à l'origine, c'est la racine allemande Ur. UR. Urmensch. Ça se décline, c'est donc un préfixe qui veut dire primordial. Et c'est donc l'idée que cette endocausalité totale est en fait primordiale. Et c'est là où je rejoins, comme je vous disais tout à l'heure, ce que disent des gens comme Mario Beauregard et d'autres spiritualistes, c'est que le psychisme, quelque part, en tout cas, ce qui est du domaine de la noosphère, est premier. La matière a été une création à un moment donné. D'ailleurs, c'est corroboré par le Big Bang. Voilà. Alors, est-ce que vous acceptez mon invitation de faire encore 1 heure avec moi dans le Club Créé? Et je vais vous donner 2 informations extraordinaires. Attendez, avant ça, est-ce que vous pouvez me répéter le proverbe très important sur la poule? Je note. Ah, le fameux oui. qui est ici, là? Ah, oui. Alors, c'est ça, là, qui sort du moule? Qui sort du moule? Dérange la foule. D'accord, c'est génial. Ça y est. On n'appellerait pas ça un proverbe, on appellerait ça plutôt... comment tu dis, Geneviève? Un dicton. Bon, ben j'en ai une autre pour dans le Club Créé à vous révéler, parce que vous avez touché du doigt avec le mot « ur » quelque chose qui est extrêmement connu dans l'ésotérisme. Moi, je suis un ésotériste, hein, c'est ma fonction depuis tellement longtemps. Et vous savez que le père de toutes les générations s'appelle comment? Abraham. Oui. Au début, il s'appelait Abram. On lui a donné le Abraham, mais il est né où, d'après la tradition? À Ur, à la ville de Ur en Chaldée. D'accord. Et vous savez, en Chaldée, si on le lit dans le texte hébreu, c'est Ur-Kasdim. Mais le Kasdim, qui a été traduit malheureusement par les traducteurs chaldéens. Kasdim, ça veut dire magicien. D'accord. Et le Ur, qui est devenu le Ur en français, était le Our.
C'est un des 3 attributs de Dieu le Père, le Dieu absolu, pas le Yahvé. Là. Yahvé, ça c'est le fondateur d'un mouvement religieux, etc., là, qui s'est occupé d'un peuple choisi, etc. Non, au-delà de ce Dieu qui était temporel, qui avait une armée, qui arrêtait le soleil, tout ce que vous voudrez, là, ça c'est un Dieu matériel, Yahvé, Yod, He, Vav, He. Mais le Dieu au-delà du Big Bang, le Dieu porte 3 noms. Ein, Sof, Ur. Ein, Sof, Ur. Et le Ur, c'est le Hur. Ur, qui est aussi le feu. Et c'est donc la ville, alors, Abraham, le père de toutes les générations, seront aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel, parce qu'il n'avait pas tué son propre fils. À partir de là, il donnait une génération, une généalogie qui... Et, non, je le finis. Et c'est qu'il a créé justement l'occasion d'être en relation avec l'humain par Ur en Chaldée, Ur Kasdim. Ur, c'est le feu des magiciens. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la ville de Ur en Chaldée? Il y avait des fourneaux de ceux qui étaient les forgerons. On leur apportait des pierres, ils mettaient ça dans des tonneaux, ça fondait comme de la lave, et ils sortaient de ça du cuivre, du fer. D'accord, Pour les gens, c'était des magiciens. Ah oui, ah ben oui, Et ils transformaient toute matière vile en matière valable, du fer. Ah oui, c'est très alchimique, ça. C'est de l'alchimie, c'est ça. Alors, vous avez utilisé le mot Ur, qui est exactement dans le sens même de Ur Kasdim, le feu des magiciens, qui fait que la matière est dans le Ur. Et Ein, Sof, Ur, les trois mots de la tradition hébraïque pour Dieu. Très intéressant. Savez-vous ce que ça veut dire, Ein? Ça veut dire l'œil. Non, en allemand ce serait un, mais c'est pas le cas. Ein, zwei, drei, oui. Oui, c'est ça, voilà. En hébreu, Ein, c'est vraiment pour dire l'œil. Ah, d'accord. A-Y-N. D'accord. Et l'œil, vous nous revenez souvent avec l'idée de l'œil, l'image qui se crée par la forme, par la couleur, et ça devient quelque chose qu'on est quand même capable de conceptualiser. Mais pour les Hébreux, le niveau le plus haut, c'est pas pour rien qu'on met l'œil de Dieu dans les églises. Oui, c'est ça, dans le triangle. Le triangle, parce qu'il est 3, justement. L'œil, Ein, Sof, c'est le souffle. Et Ur. C'est le souffle, c'est le psychique. Et le Ur, c'est le feu, c'est la matière, c'est le photon, c'est l'entrée du Big Bang phénoménal. Alors, votre Ur a parfaitement sa place, et l'œil dont vous parlez tout le temps, c'est l'œil. C'est l'œil de Dieu qui perçoit. Et alors, on ouvre la porte pour revenir dans le club créé avec les 8 leçons essentielles de la physique quantique. Ça serait intéressant qu'on continue. Êtes-vous d'accord? Voilà, il y a juste un petit truc que me suggère ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, 13 siècles avant Jésus-Christ, Jérusalem, ça s'appelait Ur-Ushalim. Ur-Ushalim. Ça commençait par Ur aussi. Ur-Ushalim. Et c'est devenu Jérusalem. Mais à l'origine, Ur-Ushalim. C'est marrant, hein? Voilà, donc chaque fois qu'on fait des rapprochements comme ça, c'est passionnant. Écoutez, porteur de sens. Si vous êtes d'accord, on continue dans le club créé. J'en ai encore à vous sortir. D'accord. Et on va échanger ensemble. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est vous êtes un physicien, mais dont l'esprit est vraiment ouvert et c'est ça que je trouve extraordinaire. Je vous ai retrouvé, Emmanuel Ransford. Ça fait tellement d'années que je vous suis. Depuis qu'on s'était rencontrés la première fois, vous m'avez secoué parce que j'avais regret d'avoir perdu Jean Charon. Oui. Et je vous ai retrouvé, je me suis dit, tiens, c'est une pierre de plus. Entre les deux, j'avais rencontré Geoff Capra, qui était on appelait ça la gnose de Princeton. Oui, la gnose de Princeton, oui. Alors, on se quitte dans quelques secondes, mais on se retrouve après dans le club créé, vous êtes d'accord? Bien volontiers. Alors, je regarde l'œil de Dieu dans notre studio, dans une caméra en haut, là, qui s'appelle l'œil de Dieu. Vous avez tous compris, hein, c'est ça, les émissions d'ésotérisme expérimental depuis 45 ans. Souvent, on a eu des conférenciers qui sont venus donner une conférence. Maintenant, vous le savez, Internet vous donne accès à tellement d'informations. Vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse comme ça vous intéresse. Et notre invité d'aujourd'hui, Emmanuel Ransford, a donné beaucoup d'entrevues
où il explique en détail toute sa philosophie, sa physique, hein, c'est drôle de parler d'une philosophie avec un physicien, mais oui, mais son approche de tout ça qui est très humaine, mais qui nous permet peut-être d'avoir un espoir que les scientifiques vont retrouver leur lettre de noblesse, parce qu'avec la pandémie, là, il y a beaucoup de scientifiques qui ont perdu leur lettre de noblesse. D'abord, ils ne s'expriment pas pour protéger leurs emplois, etc. Ils ont décrié des grands savants comme le docteur Raoul. On ne peut pas rejeter le fait qu'il nous avait mis en alerte et qu'il nous avait proposé une solution qui a été rejetée en Occident alors qu'elle a été acceptée surtout dans les pays africains et en Orient, en Chine, hein, l'hydroxychloroquine. Alors, les scientifiques, là, ils sont coincés entre deux réalités. Le monde subjectif des gens qui veulent leur gloire, etc., puis l'objectivité du laboratoire qui arrive à des conséquences et des conclusions concrètes dans la matière. Mais avec Emmanuel Ransford, on a vu qu'il ne faut pas jamais oublier le plan subjectif, le plan spirituel, le plan psychique. Alors, on va continuer avec lui maintenant dans le Club Créé. J'espère que vous avez aimé notre rencontre. Ça ouvre une porte. C'est à vous de faire la suite et d'entrer. Merci. Geneviève va lancer maintenant le générique. Et oui, au retour du silence, on entend bien les oiseaux le matin, très très de bonne heure, même si on ne les voit pas. On sait qu'ils sont présents autour de nous. C'est un peu comme les particules subatomiques. On ne les voit pas, mais elles participent à notre réalité. C'était pour le Vidéorandia du samedi 10 avril 2021, le numéro 15. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, conception, animation et montage, moi-même, Richard Glenn, notre invité Emmanuel Ransford, directement de la banlieue de Paris. Sur le thème la conscience quantique et l'au-delà, il y a la version en privé pour les abonnés du Club Créé du mois d'avril, qui apporte encore plus d'une heure pour comprendre les messages de la physique quantique, comment les appliquer. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant à la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. La conception du nouveau site du Club Créé, François Deschamps, webmaster. Le Club Créé est à l'adresse orandia.ca. Généralement, ce sont les mêmes invités que je reçois lors des Vidéorandia du samedi soir, mais qui poussent encore plus loin, sachant que c'est réservé qu'à un groupe d'initiés, ceux qui sont abonnés au Club Créé. Vous pouvez toujours le visiter pour connaître les contenus. Voici maintenant quelques suggestions en rapport avec le contenu de notre rencontre d'aujourd'hui. Et prenez bonne note des deux adresses qui sont ici mentionnées, en plus de celle du Club Créé, orandia.ca. Merci pour le pouce par en haut. C'est toujours très apprécié de la part de toute l'équipe. Au plaisir!